Bonjour à toutes et à tous, Sony vient tout juste d'annoncer une nouvelle caméra qui va probablement beaucoup faire parler d'elle dans les mois qui viennent, et on vous en parle tout de suite. Sony vient tout juste d'annoncer la FX30, une nouvelle caméra avec un capteur APS-C pour la marque, qui vient compléter sa gamme ciné avec cette nouvelle option qui est plus entrée de gamme que toutes les autres déjà existantes, et qui est en quelque sorte la petite sœur de la FX3. Puisque sur beaucoup de points, on va retrouver les performances de la FX3 qui reprenaient déjà les performances de l'Alpha 7S3 à quelques différences près dans un corps cinéma. Et donc maintenant, on a la même option que la FX3 qui existe, mais avec un capteur APS-C. Le plus gros intérêt, c'est que ça va rendre la gamme cinéma de Sony beaucoup plus accessible, et donc ça va permettre à certaines personnes de commencer à profiter des avantages d'une vraie caméra, avec son ergonomie, etc., dont on va vous reparler juste après, quand on n'a pas forcément les budgets pour une FX3, une FX6 ou encore plus. Pour autant, on profite quand même d'excellentes capacités, puisque déjà on retrouve de la 4K à 120 images par seconde en interne, en 10 bits. Donc on a la possibilité d'avoir de l'ultra ralenti si besoin, jusqu'à 5 fois du coup en 4K. Et avec la profondeur de couleur de 10 bits, on va pouvoir très facilement étalonner les plans sans risquer d'avoir des artefacts de couleur qui arrivent, notamment lorsqu'on étalonne du log qui est pensé pour du 10 bits justement. Surtout si vous utilisez le S-Gamut 3 Ciné de chez Sony qui est très désaturé. Et vous allez aussi avoir la possibilité, en enregistrant de la 4K jusqu'à 120 images par seconde, d'avoir du son à l'enregistrement et également une mise au point automatique extrêmement performante. Puisque jusqu'à maintenant, on avait déjà la possibilité d'avoir de la 4K à 120 images par seconde en APS-C dans des budgets similaires avec le X-H2S de chez Fujifilm. Mais le problème, c'est qu'en 4K 120, ce boîtier n'a pas de prise de son et il n'a pas non plus un autofocus performant. Donc au final, on se retrouve à utiliser le boîtier en mise au point manuelle majoritairement. Quand on est en 4K 120, on ne parle pas des autres modes. Ce qui peut être un souci quand on va filmer des actions rapides où c'est difficile de faire la mise au point manuelle. Et évidemment, l'ultra ralenti, ça sert beaucoup à ce type de situation. Et la prise de son, c'est très pratique parce que même si ça ne vous sert pas à enregistrer le son en interne, je vous le conseille pas forcément sur des caméras de ce niveau-là. Souvent, on va utiliser des enregistreurs externes pour gagner en qualité. Par contre, ça va permettre de faire une synchro son sans passer par du timecode si besoin. Et ça peut aussi servir de référence pour la post-production sonore de vos vidéos, puisque avoir un son de base à la prise de vue, ça peut permettre de recréer des bruitages qui soient plus proches de la réalité, où on ait un point de départ qui soit bien fiable. Lorsque la FX30 va arriver en France, on va la tester sur cette chaîne YouTube pour voir quelles sont ses limites. On vous invite donc à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Et au-delà de ça, on peut aussi filmer en RAW avec le boîtier en externe. Donc en utilisant un moniteur de retour, vous pourrez enregistrer en RAW et de cette façon-là avoir beaucoup plus de flexibilité en post-production, notamment pouvoir très précisément corriger la balance des blancs à l'étalonnage ou encore corriger la sensibilité. Et pour enregistrer en externe, vous avez un port HDMI de type A dans la caméra. Ça, c'est vraiment indispensable parce que quand on a du micro ou du mini HDMI, on se retrouve avec des ports qui sont très fragiles. Dès qu'on branche quelque chose dedans, ça peut facilement casser, c'est beaucoup plus fragile. Et donc lorsque l'on tourne régulièrement, on a besoin d'un port HDMI de taille complète, voire encore mieux du SDI, mais là on passe sur des budgets aussi plus importants et des configurations plus complexes. En tout cas, on est vraiment content que Sony l'ait mis ici, puisqu'il y a des boîtiers comme le R5C malheureusement qui sont ultra axés vidéo et pourtant qui continuent d'avoir un port mini HDMI. En bonus, même si c'est vraiment pensé comme une caméra, vous avez la possibilité de prendre des photos puisque vous avez un capteur de 26 mégapixels, donc vous pouvez tout à fait faire des photos standards et faire des tirages avec sans aucun souci en grand format. Vous avez une vraie belle qualité. C'est un avantage supplémentaire par rapport à la FX3 puisque la FX3 n'avait un capteur que de 12 mégapixels, donc en photo c'était un peu plus limité. Là on est sur un capteur standard, vraiment 26 mégapixels, c'est ce que l'on retrouve dans la majorité des appareils photo. La particularité par contre, c'est que comme on n'a pas de viseur, à ce budget-là, si vous voulez majoritairement faire de la photo et un peu de vidéo, on vous conseillera plutôt d'autres solutions que la FX3. Et également dans l'ergonomie, comme Sony l'a placé dans sa gamme cinéma, vous allez retrouver ce que l'on appelle des tolly, qui sont des petites LED qui vont éclairer pour pouvoir justement voir quand est-ce que l'on enregistre et quand est-ce que l'on n'enregistre pas. L'intérêt, c'est que dès que quelqu'un déclenche l'enregistrement, vous pouvez tout de suite le voir et c'est assez facile de s'en rendre compte. Vous avez également plusieurs pas de vis de 1/4 de pouce sur le boîtier pour pouvoir fixer des moniteurs, des micros, etc. directement sur la caméra sans avoir besoin de cage supplémentaire.
Et un dernier gros avantage, c'est que vous avez un écran complètement réversible, donc peu importe l'angle dans lequel vous allez filmer, vous pourrez le faire facilement avec la caméra. En ce qui concerne le prix de la caméra, on vous invite à aller voir dans la description, on l'a mis dans les premières lignes, parce qu'au moment du tournage, on n'a pas encore le prix définitif et on ne veut pas vous donner un prix qui ne soit pas exactement le bon. Donc comme ça, pas de souci, allez voir dans la description, vous aurez le prix précis. Pour l'instant, on n'a qu'une fourchette de prix au moment où on tourne. C'est donc un excellent rapport qualité-prix qu'on vous conseille si c'est le budget que vous souhaitez mettre dans un boîtier, puisque ça va vous permettre d'avoir à la fois de très bonnes capacités vidéo et en même temps de bénéficier d'une vraie ergonomie vidéo sur le boîtier, donc ce qui apporte une excellente expérience de prise de vue. On n'est pas frustré par un boîtier qui n'a pas été pensé pour les vidéastes. Là, vraiment, c'est fait spécialement pour eux. D'autant plus si vous filmez beaucoup de vidéos en configuration assez légère ou vous essayez de vous déplacer, vous n'êtes pas obligé d'avoir un moniteur pour avoir de très bonnes performances. La mise au point automatique vous permet de vous adapter facilement aux situations et en même temps vous ne vous bridez pas sur la possibilité optique puisque comme vous avez accès à tous les objectifs Sony, vous avez plus d'une centaine d'optiques qui sont disponibles et notamment pas mal d'objectifs ciné. Donc vous allez vraiment pouvoir tester plein de choses et notamment jouer avec différents objectifs qui ont des rendus très variés et qui peuvent créer des images très différentes. Et pour ne pas rater notre test de la FX30, abonnez-vous et activez la cloche. Bonne journée à toutes et à tous!